Dans l'univers de Tensei Shitara Slime Dataken, le monde est façonné par des entités d'une puissance incommensurable. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des moments les plus importants de tout Tensura, l'ascension de Rimuru Tempest. Comment un simple slime est devenu l'un des êtres les plus puissants du monde. Partie 2, contexte politique, économique et culturel. Avant l'attaque, Tempest était perçu différemment selon les observateurs. Pour la population locale, Rimuru avait créé une cité providence, intégration des races, sécurité, prospérité. Pour les marchands humains, Tempest déviait des flux commerciaux établis et faisait chuter des marges. Pour les nobles, la montée d'un pouvoir non humain représentait une érosion de prestige et d'autorité. Pour l'Église, c'était une hérésie dangereuse. Ces dynamiques se sont superposées, intérêt économique, plus pression politique, plus frilosité religieuse, la peur se transforme vite en action si des manipulateurs ajoutent des motifs, rumeurs, faux rapports et provocations. Dans cet environnement, les dirigeants de Falmouth trouvèrent le prétexte, une attaque ciblée, une brèche, pour frapper avant que Tempest ne consolide davantage son réseau d'alliances. La scène importante ici est la confluence. Ce ne fut pas un seul acteur, mais une coalition d'intérêts qui a poussé à la guerre. Partie 3 litres attaque, préparation, exécution humaine et conséquences immédiates. L'offensive n'était pas improvisée, c'était une manœuvre en plusieurs étapes, infiltration, sabotage des défenses, usage d'équipes d'élite pour neutraliser points stratégiques, et enfin frappe ciblée pour créer un effet psychologique maximal. Les attaquants savaient que Rimuru avait imposé une règle, ne pas tuer d'humains. Ils ont donc compté sur cette éthique pour faire baisser la garde. La tactique humaine comprenait également la manipulation médiatique, rendre Tempest responsable d'incidents mineurs, attiser la panique et légitimer l'intervention. Le résultat sur le terrain fut disproportionné, civils pris pour cible, exécution sommaire et la mort de figure symbolique la plus douloureuse étant la perte de Shion. Cette mort n'était pas seulement un assassinat, c'était une blessure symbolique infligée au cœur de la nation. Elle fait basculer la question d'un affrontement militaire vers un affrontement moral. Partie 4. Le dilemme moral et la logique du dirigeant. Quand Rimuru revient et voit la scène, la première émotion visible est la responsabilité. Un leader ne peut se contenter d'indignation privée, il est confronté à la protection d'un collectif. Son choix n'est pas de céder à une vengeance aveugle, mais d'évaluer les effets à long terme. Rimuru pèse la possibilité d'une récidive humaine, la capacité de propagande, la formation de coalitions anti-tempête. Il sait qu'une réponse molle amplifierait la menace future et qu'une réaction incontrôlée dégénérerait en barbarie. Le Festival de la Moisson apparaît comme une option technique, horrible, mais susceptible de remplir deux objectifs. Restaurer les vies perdues dans les limites imposées par le rituel et décapiter la menace qui pèse sur l'avenir de sa nation. Ainsi, la décision de Rimuru s'inscrit dans une logique d'État, privilégier la sécurité collective et l'avenir sur l'émotion individuelle. Partie 5, la mécanique du Festival de la Moisson, règles du monde et nécessité des âmes. Pour comprendre pourquoi Rimuru choisit le massacre chirurgical, il faut comprendre la cosmologie de Tensura. Certaines évolutions majeures ne sont pas seulement une accumulation d'expériences, ce sont des ruptures métaphysiques exigeant une monnaie, les armes. Le Festival de la Moisson est un rituel codé par les lois du monde qui demande un seuil d'âmes humaines pour financer une réécriture de l'analogie ontologique du porteur. La voie du monde ou le système sous-jacent valide des upgrades uniquement si l'apport d'énergie sous forme d'âme et la finalité, la volonté claire du porteur, sont couplés. 10 000 âmes est la granularité exigée pour cet upgrade précis. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il correspond à la quantité nécessaire pour briser certaines contraintes ontologiques et ouvrir un canal vers le niveau de roi démon. Ainsi, l'accumulation des âmes devient une opération technique plus que purement morale, même si moralement choquante. Partie 6. La planification stratégique, confinement, collecte et minimisation. La stratégie de Rimuru fut froide et optimisée. Elle visait à éviter l'écueil du chaos total. Rimuru confine les unités ennemies, neutralise les chefs magiques qui pourraient disperser les âmes ou recréer des défenses, et bloque les voies d'évacuation. L'objectif était triple, obtenir la masse d'âmes requise, empêcher la fuite d'artefacts,
magie sensible, et limiter la durée de l'opération pour éviter une escalade géopolitique immédiate. Les subordonnés de Rimuru jouent des rôles de précision. Benimaru et Shuna pour le contrôle des lignes, Suei et Ranga pour les neutralisations silencieuses, et les mages de Tempeste pour affaiblir les sorts de sauvegarde. L'opération se déroule comme un raid d'état, efficacité maximale, temps minimal, et collecte assurée. Moralement répréhensible, mais militairement cohérent. Partie 7 litres exécution, technique, capacité et effets observables. Sur le plan technique, Rimuru utilise des capacités de large portée et de contrôle conceptuel. Des barrages magiques pour isoler des zones, des sorts d'entrave mentale qui désorganisent l'ennemi, et des techniques d'annihilation pour neutraliser rapidement. Il combine cela avec l'avantage humain, surprise, discipline et chaîne de commandement brisée. Là où un champ de bataille ordinaire oppose deux armées, ici, Rimuru opère comme un opérateur d'architecture. Il déclare l'espace hostile, modifie les conditions de combat perception, gravité, temps partiel et réduit la capacité de riposte organisée. L'efficacité de la manœuvre reflète la différence de niveau technique et la compréhension du système global. Rimuru ne cherche pas à faire souffrir inutilement, il cherche la sûreté de Tempeste. Partie 8, le coût humain et la logique de réparation. Une fois l'opération finie et les âmes collectées, Rimuru active le rituel. Le monde réagit. Le festival de la moisson est un basculement intérieur qui reconfigure l'être. Les âmes réunies servent à recalibrer. Elles permettent de relier l'essence de Rimuru à d'autres couches d'existence. En échange, des vies sont restaurées, Shion et d'autres reviennent, mais il est essentiel de rappeler qu'il s'agit d'un échange. Des âmes ont été ôtées de l'existence. Cette opération laisse des cicatrices politiques. Les humains survivants ressentent la perte d'enfants et de soldats, et certains gouvernements brandiront la représentation morale de l'acte pour justifier des actions futures. Pour Rimuru, le choix est pragmatique. Il sauvegarde ses proches et construit une sécurité durable, tout en portant le fardeau d'un acte désastreux aux yeux de la morale universelle. Partie 9 litres, expérience intérieure du rituel, transformation et conscience élargie. Le récit du festival est aussi une séquence intérieure. Pendant la cérémonie, Rimuru n'est pas seulement boosté en statistiques. Son architecture ontologique est réarrangée. Grand Sage travaille comme un programme d'optimisation. Raphaël commence la transition de simple interface analytique à conscience semi-autonome. Le rituel réoriente les canaux de perception. Rimuru accède à une vision des lois du monde plus profonde, comprend les corrélations macrocosmiques et peut piloter des interactions conceptuelles que jamais un simple slime n'aurait pu manipuler. Cette expérience intérieure est comparable à une montée de niveau spirituel où la finalité et l'intention, conjuguées à l'apport d'âme, opèrent une métamorphose. Partie 10, les gains matériels et conceptuels, nouvelles compétences et capacités. Au réveil, Rimuru présente des capacités nouvelles et significatives. Sa réserve magique explose en amplitude. Il reçoit des compétences ultimes qui donnent accès à des comportements non linéaires. Espace imaginaire pour stocker ou isoler des entités, barrières multidimensionnelles, fonctions d'assimilation d'âme et manipulation conceptuelle. Les compétences défensives et offensives se complexifient. Elles ne sont plus purement destructrices, mais architecturales. Rimuru peut désormais concevoir environnement, manipuler des règles locales, cloner des instances fonctionnelles et opérer sur le plan des âmes. Ces nouveaux outils transforment Rimuru de perturbateur local en acteur global. Partie 11 litres émergence de Raphaël, de l'analyse à la conscience stratégique. Le grand sage originel fonctionnait comme un assistant cognitif. Avec la transformation, il acquiert matière et autonomie. Raphaël devient une structure de décision suprême, capable de simuler milliards de lignes temporelles, de fusionner compétences en temps réel et de piloter la nation comme un système d'exploitation avancé. Raphaël ne remplace pas Rimuru, il lui donne un cerveau capable d'élaborer des stratégies à l'échelle interrégionale et d'orchestrer des opérations multidomaines. Cette synergie marque un tournant. Rimuru n'agit plus seul. Il gouverne avec une entité qui structure l'action d'État et militaire. Partie 12. Belzébuth, Uriel et le déploiement des nouvelles mécaniques. Parallèlement, d'autres compétences ultimes émergent,
Belzébuth permet l'absorption et le stockage illimité sous forme d'espace. Uriel consolide des barrières et des verrouillages dimensionnels. Ensemble, ces systèmes donnent à Rimuru une capacité unique, transformer un champ de bataille en un dispositif contrôlable. Il peut neutraliser menaces et capturer ressources stratégiques. Sur un plan narratif, ces upgrades expliquent pourquoi Rimuru devient la cible d'observateurs puissants. Il évolue d'une puissance locale à une architecture de l'ordre du monde. Partie 13, libération de Veldora et implications symboliques. Avec son niveau nouveau, Rimuru peut accomplir un autre objectif, libérer Veldora et lui offrir une incarnation humanoïde. Ce geste n'est pas seulement pragmatique, c'est symbolique. Veldora, dragon du chaos, devient un allié visible, une représentation de l'intégration du pouvoir brut dans une logique politique. Sa présence modifie les équilibres. Les voisins doivent recalibrer leurs plans et les anciennes coalitions se fissurent. Veldora représente la force brute domestiquée, un argument militaire et diplomatique de poids. Partie 14. Réactions internationales, peur et reconfiguration d'alliances. L'éveil d'un roi démon transforme la carte. Certains royaumes renforcent leur défense et cherchent des alliances, d'autres tentent de négocier. L'Église hausse la rhétorique et appelle à des croisades, tandis que des marchands cherchent à sécuriser routes et contrats. Les rois démons eux-mêmes observent. Certains se rapprochent, d'autres haussent la garde. Clayman observe en coulisses, calculant comment instrumentaliser l'apparition de Rimuru pour ses propres fins. L'éveil devient catalyseur d'intrigues. Partie 15. Conséquences éthiques et légitimation du pouvoir. La question centrale demeure, un dirigeant peut-il légitimer la violence extrême au nom du salut collectif ? Pour Rimuru, la réponse est tragique. Oui, si l'alternative expose le peuple à la destruction. Mais la légitimité reste compliquée. Tempest gagne en sécurité, mais perd en innocence. Les narrations historiques se polariseront. Certains le considéreront comme sauveur, d'autres comme tyran. Cette ambiguïté enrichit le récit. Rimuru est héros et objet de controverse. Et cette dualité alimente la suite politique de la trame. Partie 6, analyse stratégique rétrospective. Alternatives et pourquoi elles échouent. Il est important d'évaluer les alternatives que Rimuru aurait pu envisager, recours à la diplomatie prolongée, appel à médiation internationale, exfiltration des civils ou riposte limitée. Chacune possède ses défauts. La diplomatie prend du temps et permet aux ennemis d'organiser une coalition. La médiation peut être corrompue, l'exfiltration est partielle. Rimuru choisit la voie la plus radicale parce qu'elle réduit le risque systémique à long terme. La logique interne du monde, le rituel, et l'urgence temporelle rendent les autres options impraticables. Partie 10, portée narrative. Pourquoi cet arc change la série ? Narrativement, l'ascension de Rimuru cristallise l'évolution du héros, on passe de l'apprentissage et des petites victoires à la mise en place d'une géopolitique globale. Le récit s'élargit. De l'aventure personnelle, il devient un mythe qui impacte nation et dieux. Ce tournant ouvre des thèmes lourds, pouvoir, responsabilité, rétribution et reconstruction. Partie 18, teasing vers la suite, Clayman et Walpurgis. L'éveil a réveillé des coalitions d'intérêts. Clayman, qui manœuvre en coulisses, voit l'opportunité d'attirer d'autres rois démons dans un rassemblement, le Walpurgis. Là, des intrigues anciennes vont converger et menacer Tempest d'une manière nouvelle. L'ascension de Rimuru n'est donc pas la fin, mais le déclencheur d'une série d'événements beaucoup plus vaste. Partie 19, conclusion synthétique. En résumé, la destruction de l'armée de Falmus par Rimuru est le résultat d'un choix stratégique, moral et cosmologique. Ce n'est pas un acte gratuit, c'est l'application d'une logique interne au monde de Tansura, couplée à la responsabilité d'un chef. Le coût est immense, la victoire est lourde, et les conséquences résonneront bien au-delà des frontières. Rimuru devient à la fois un rempart et une cible, un père protecteur et un acteur contesté. C'est la complexité d'un monde où les héros doivent parfois choisir l'impensable pour préserver ce qui compte.